En lieu et place des youyou, fanfares, ce sont des tueries, casses, actes de vandalisme en guise de protestation qui meublent la réélection de Paul Biya à la tête de la magistrature suprême au Cameroun. Un 8e mandat acté par le Conseil constitutionnel en dernier ressort lundi, la psychose règne dans plusieurs villes du pays. Comment en est-on arrivé là? Qui payera la facture des casses, des tueries, puisque impossible de ressusciter ceux qui ont péri sur les balles des forces de maintien de l'ordre? Et en dernier ressort, comment reconnecter la majorité des Camerounais avec leurs dirigeants? Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet autre numéro de Sans Tabou sur Naya TV. Notre invité n'a pas sa langue dans la poche, il s'appelle Claude Assira. Maître Claude Assira, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, enseignant, formateur. Vous êtes surtout acteur de la société civile et vous vous investissez assez dans la lutte contre les violences, pour le respect des droits de l'homme et bien d'autres encore. Le 27 octobre dernier, le Conseil constitutionnel a acté la réélection de Paul Biya, 92 ans, pour un 8e mandat consécutif, avec un score de 53,66%. Vous, observateur averti, comment est-ce que vous avez accueilli ce résultat? Comment ça a été vécu? Je crois comme beaucoup d'entre nous. C'est-à-dire que nous avons vu d'abord la ferveur avec laquelle les Camerounais se sont rués vers les bureaux de vote pour essayer d'exprimer leur aspiration au changement, que l'on peut comprendre, à mon avis, par différentes causes, que je ne vais pas reprendre ici entièrement aujourd'hui, mais dont la principale était surtout qu'ils ont été gérés par l'absence. Le président de la République, Paul Biya, qui a dû focaliser sur lui, qu'on le veuille ou pas, un certain capital de sympathie, a malheureusement été absent pour son peuple. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au tout début de cette année, il a été présenté par beaucoup comme étant mort. En tout cas, il a disparu des écrans pendant très très longtemps. Donc, la gouvernance, les Camerounais ne se sentent plus, ne s'identifient plus à cet homme-là. Et on pensait que si on devait lui confier à nouveau la charge, il risquait de continuer à diriger par procuration, c'est-à-dire absence de responsabilité. Répondre en droit veut dire, responsabilité en droit veut dire avoir l'obligation de répondre de ses actes. Elle peut être politique, elle peut être civile, elle peut être pénale, etc. ou morale. Donc, on peut compter sur quelqu'un parce qu'on sait que les yeux dans les yeux, on lui a confié une mission particulière et que s'il ne l'accomplit pas, au moins l'un de ces paramètres que je viens de vous indiquer peut être questionné. Soit la responsabilité morale, soit la responsabilité pénale, soit la responsabilité politique. Mais être dirigé par quelqu'un qui, lui, n'a pas obtenu cette onction est un immense risque parce qu'il peut ne pas faire, il n'a pas d'obligation de vous rendre compte d'une manière ou d'une autre. Je pense que beaucoup de Camerounais l'ont compris, l'ont traduit dans leur lien à la politique, et je pense que ça a été ça la raison principale pour laquelle on a choisi de ne pas voter pour le président de la République. Et donc, lorsque il se retrouve au soir du 27, on entend un nom qui ne correspond pas à celui que tout le monde avait attendu pour pouvoir exprimer justement la désaffection qui est évidente, que tout le monde peut voir dans toutes les attitudes de la vie civile et la vie politique. Il n'y a que les militants du RDPC, et encore eux-mêmes, qui par discipline, par fidélité ou par intérêt personnel, ont toujours indiqué leur adhésion et leur fidélité au président de la République. Mais je pense qu'en dehors d'eux, la plupart des Camerounais ordinaires qui ne correspondent pas à ces critères ont indiqué leur ras-le-bol. Et ils l'ont indiqué d'abord à l'élection le 12, et il me semble qu'ils ont été confortés en cela
par non seulement le oui-dire, les uns et les autres se parlent, sans avoir forcément des instruments d'appréciation ou d'évaluation. Tout le monde sait à peu près quelle peut être l'opinion majoritaire à un moment donné. Et les premiers résultats qui ont commencé également à être délivrés au soir du 12 ont révélé que tout ce qu'on pouvait parfaitement imaginer était en train de se réaliser, mais dès que le lendemain, les cabinets noirs ont commencé à leur tour à agir en sens inverse, nous étions tous relativement circonspects, d'abord étonnés, mais on a dû se préparer aux deux solutions, de sorte que la proclamation qui a été faite par le Conseil constitutionnel le 27, on pouvait s'y attendre, même si on aurait souhaité naturellement que le choix du peuple tel qu'il était attendu et tel qu'il me semble qu'il s'est réalisé soit traduit comme tel par le Conseil constitutionnel. Je vous repose la même question de manière un peu plus fermée, satisfait ou déçu? Je crois que je n'ai jamais caché mon opinion pour ce qui doit être le changement. Je vais essayer de m'expliquer, parce qu'on ne peut pas répondre à votre question de façon fermée. Je pense que le président de la République actuel a accompagné notre parcours. Comme beaucoup, on finit un peu par s'identifier à lui, et on finit par être, on va dire, par le comprendre. Beaucoup, je crois, dans leur tête, se disent souvent, et c'est humain, qu'il vaut mieux le diable qu'on connaît à l'ange qu'on ignore. On a fini par... Il a été tellement présent dans nos vies qu'il hante et il a pris possession de nos consciences, de nos inconscients. Donc, de ce point de vue, je peux comprendre que par faiblesse, par confort, on veuille continuer avec lui. Mais en même temps, nous avons pu voir que cette continuité longue, cette pérennité, cette longévité au pouvoir n'a pas permis aux dirigeants, et donc notamment au président de la République, d'avoir le recul qu'il lui faut pour avoir un regard plongeant sur les vrais problèmes des Camerounais. Au fur et à mesure du temps, il a fini par s'habituer lui-même à l'environnement. Il n'a même plus pris le temps d'aller vers les Camerounais, auxquels il ne s'adresse pratiquement jamais, qu'on ne voit pas dans les moments d'angoisse, les grands moments d'inquiétude, les guerres dans le monde, les catastrophes naturelles, la grande pandémie que nous avons eue, où on a besoin de quelqu'un qui vous parle et qui vous rassure, sans compter la difficulté qui est en lien avec tout ce monde qui est pris dans une crise de terrorisme, où l'humain, dans son existence, est lui-même largement contrarié. On n'a pas un président de la République. Et les actes que nous voyons de ceux qui agissent pour lui ne sont pas souvent faits pour rassurer. Donc, par conséquent, on comprend que la durée au pouvoir n'est plus un avantage, mais constitue un gros inconvénient parce qu'elle ne donne pas à l'auteur l'énergie qu'il faut pour agir. Donc, à titre personnel, je dois vous dire que quelle que soit la sympathie, quelle que soit la paresse dans laquelle mon univers a fini par s'intégrer, je souhaitais véritablement qu'il puisse y avoir une alternance. Alternance, il n'y en a pas eu jusqu'ici. Le Conseil constitutionnel a donc rendu ses résultats avec Issa Chiroma Bakari qui arrive deuxième avec 35%. C'est en partie la cause de ces manifestations, de ces casses, de ces tueries qu'on observe depuis pratiquement dimanche dernier sur l'ensemble du territoire national camerounais. Maître Claude Assira, vous êtes assez averti, vous êtes assez pointueux dans ce que vous faites. Et la question que je m'en vais vous poser, je mesure sa délicatesse. À votre avis, Paul Biya a-t-il gagné cette élection sur le terrain, dans les cœurs du peuple? Vous avez raison de dire que c'est le Conseil constitutionnel qui a proclamé le candidat Paul Biya élu. Mais en même temps, dans votre question, vous devinez que si vous n'êtes pas dans les cercles particuliers de comptabilité des voix, il est difficile d'avoir une opinion
tranchée. Donc permettez-moi de ne pas avoir une opinion tranchée. Je ne peux raisonner ici que par déduction. Et ma déduction se fonde sur le faisceau concordant d'indices et de présomptions qui ont découlé. Je vais laisser toute la période post-électorale à partir de l'élection. Moi, je pars de l'idée que le contexte dans lequel cette élection s'est présentée imposait aux acteurs sur le terrain, notamment à Elekam et aux autorités gouvernementales, de faire montre, plus qu'auparavant, de ce que cette élection était irréprochable et que le candidat qui en sortirait serait au-dessus de toute contestation. Nous avons là, quand je vous dis ça ainsi, ce n'est pas Claude Assira qui parle. Nous avons eu une chance formidable, c'est que presque concomitamment, nous avons eu un pays qui nous ressemble en beaucoup de choses, la Côte d'Ivoire, qui, elle aussi, a eu à avoir une élection présidentielle. Vous pouvez voir qu'on peut reprocher au président Ouattara de s'être représenté, d'avoir écrasé ses adversaires dès le début, de les avoir éliminés, mais on peut difficilement remettre en cause l'élection parce qu'il y a eu tellement peu de temps entre la clôture des bureaux et le moment où on a commencé à livrer sur les chaînes, les tendances qui se dégageaient, qu'il y a très peu de personnes, même ses adversaires, ne peuvent pas lui reprocher. Je vous parle juste de l'instant point à partir du moment où il y a eu T0, le moment de l'élection. Je ne vous parle pas du reste. Je ne juge pas le caractère démocrate ou démocratique, je ne me permettrai pas. Mais c'est juste pour vous dire que le temps dans lequel on décide de mettre à la disposition du public, des électeurs, on les appelle dans notre jargon le peuple, le résultat de ce qu'ils ont décidé compte et doit parler à tout le monde en termes de sincérité. Maître, je ne remets pas en question vos compétences juridiques, c'est la loi qui autorise les 15 jours. Je n'ai pas fini. La loi n'impose pas 15 jours. La loi dit au plus tard dans un délai. C'est pour ça que j'ai pris la peine de vous dire au début que, vous savez, les Anglais savent très bien dire la chose. Justice is not only to be done, but must be seen to be done. Voilà. La personne à qui vous donnez une prescription qui sort d'un décret ou d'une loi, il va y adhérer plus facilement parce qu'il sait qu'il a participé, il a vu le processus se décliner sous ses yeux. Tel n'est pas le cas. Donc, il va toujours forcément se poser la question qui va avoir une réponse d'un hiatus entre ce qui est annoncé officiellement par le Conseil constitutionnel, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, dont je voudrais vous dire que l'impartialité et l'indépendance sont elles-mêmes souvent largement sujettes à caution, parce que le même Conseil constitutionnel n'a pas pris le temps, dans les décisions antérieures, de démontrer que les décisions qu'il prendrait sur un cas aussi particulier et qui concerne celui qui les a nommés pouvaient être des décisions respectables et dénuées de toute connotation partisane. Donc, par conséquent, le fait que le Conseil constitutionnel l'ait dit ne peut même pas être une garantie. On peut l'admettre comme étant une apparence de légalité, mais dans la réalité, même le Conseil constitutionnel lui-même peut être contesté dans sa légitimité à dire la légalité. Bien. Alors, pour ne je n'ai pas pas fini, si vous permettez. Justement, je vous avais décrit un faisceau concordant d'indices et de nous devons justement évoluer pour mieux vous comprendre. Je vous en prie. J'avais commencé par le fait que nous avions eu un délai extrêmement long, alors que nous savons aujourd'hui qu'il est possible de communiquer par le biais des moyens tout à fait spontanés. Vous avez une comptabilité. Je ne pense pas que les bureaux de vote aient, par bureau, eu des centaines de milliers de votants au même moment. Donc il était relativement facile, sur les centaines d'électeurs qu'on pouvait avoir pour les bureaux les plus importants, de faire une comptabilité. Et vous voulez dire que c'est à dessein que Elections Cameroun ne nous a pas spontanément donné Je pense que le temps, peu importe
ce qui a été fait dans l'intervalle, quel était l'objectif de départ, mais à la fin, le temps qui a été pris n'a pas permis de réaliser que c'était fait pour une question de transparence. D'autant que dans le même temps, qu'on le veuille ou pas, et c'est ça le deuxième argument que je soulève, c'est que dans le même temps, des scènes évidentes, patentes, de tripatouillage des bulletins, qui étaient d'ailleurs souvent proclamés par les propres acteurs, et vous vous êtes rendu compte que ce jour-là, les électeurs voulaient tellement ce changement que vous avez assisté vous-même, j'en suis sûr, à un phénomène auquel on n'a jamais assisté au Cameroun, où les électeurs ont décidé de suivre les opérations de comptage des votes au sortir des bureaux de vote jusqu'à la fin. Et ont parfois, pour certains, poussé le zèle jusqu'à aller au-delà, c'est-à-dire au moment de la transmission au niveau communal. Au niveau communal. Bien. Et ont donc, dans ce parcours-là, dans ce parcours de vigilance, constaté un certain nombre de phénomènes qu'ils ont souvent filmés et envoyés. Monsieur Kamga, je sais que ce que vous allez me dire, et que beaucoup de personnes, ils vont me dire, personne ne prévoit la juridiction qui doit contrôler cela, il faut juste attendre le décompte final. Mais là, j'ai encore envie de vous dire, lorsque vous savez qu'une élection est contestée, elle est chahutée comme celle-là, si vous êtes un acteur, qu'est-ce qui vous interdit d'apporter la transparence? Est-ce qu'à ce moment-là, comment on apporte cette transparence? En responsabilité, il n'eût pas été alors nécessaire de faire venir les différents acteurs qui sont mis en cause pour que la confrontation des thèses puisse permettre d'avoir une réponse qui soit une réponse claire, définitive, actée au grand public, et que cela se fasse au grand jour. Je vous signale en passant que ce qu'on a choisi de faire, c'était de renvoyer tout le monde au décompte final qui serait fait ici par la Commission nationale de recensement des votes. Or, tout le parcours auparavant est jonché de tellement d'obscurité que tout peut s'y être passé sans que le grand public ne puisse savoir quoi que ce soit. Le même public n'a jamais eu, bien que l'un des partis qui à cette époque-là concourait à l'élection ait sollicité la communication, la liste nationale sur l'ensemble du territoire, n'a jamais eu. Donc, vous voyez que l'ensemble de ces choses trappes, l'ensemble de ces zones d'obscurité, de ces zones d'ombre, qui ne dévoilent pas une intention vertueuse en vue de permettre à tout le monde de voir la réalité, la vérité de l'élection de Biya, de M. Biya, vous laisse planer un doute sur la sincérité de ce qui a été proclamé par la suite. Et je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui aient vraiment ce doute-là. Et il y a à côté de ça un certain nombre d'autres anomalies, comme par exemple le fait que vous voyez les régions du nord ou du sud-ouest, qui sont des régions, on peut deviner encore, il y en a beaucoup, les 8 autres, où on peut contester, se demander, bon, mais ces deux régions-là, on connaît parfaitement leur aversion au pouvoir politique actuel, ou même les fils de ces deux régions qui ont pris langue avec le pouvoir ne sont pas autorisés à voter. Vous vous rappelez que le jour du scrutin, un député de l'Assemblée nationale, paix à son âme, je condamne, je profite l'occasion pour dire ma réprobation et ma vive condamnation de cet acte. Je ne le dis pas pour pouvoir, je ne rappelle pas ce fait, pour pouvoir le mettre à l'honneur au contraire, c'est abject. On ne peut pas régler des problèmes politiques de la sorte. Mais j'en profite quand même pour vous dire que il est au moins un des éléments révélateurs de la perception qu'on peut avoir du pouvoir dans ces régions. Est-ce que vous pensez vraiment que si le président de la République a envie de prouver, sans que cela ne puisse être contesté dans les esprits ou dans la réalité, qu'il a vraiment gagné dans ces régions-là, le mieux n'eût pas été que tout le parcours puisse être transparent, qu'on puisse voir qui a voté et qu'à la fin, comme l'a fait à un moment donné son adversaire principal Tiroma, qu'on puisse voir effectivement les bulletins sur lesquels les gens ont signé en ayant apposé leurs empreintes digitales avec le décompte qui sera transmis finalement
au bureau communal, puis au bureau départemental, avant que cela n'atterrisse au bureau. Je rappelle qu'au niveau de la Commission nationale de recensement de vote, le président Essomba a été très clair, la commission n'est pas là pour confronter les procès-verbaux des différents représentants de partis politiques, ce qui a d'ailleurs fait sortir de la salle le représentant du FSNC Issa Chiroma Bakari. Est-ce qu'il n'y a pas effectivement à ce niveau un problème juridique qui permette ou non à cette commission-là de confronter les procès-verbaux? Et vous l'évoquiez encore tout à l'heure, cette impossibilité de présenter justement devant le Conseil constitutionnel l'ensemble des éléments. Est-ce que l'article 133 alinéa 3 du Code électoral ne donne pas raison au Conseil constitutionnel qui n'a pas du tout voulu écouter dans le fond la problématique soulevée par le candidat Thomaïnon Dam-Djoya qui relevait donc ces irrégularités? C'est du ponce-pilatisme tout simplement. La Commission nationale déjà, au début, parce que je pense que, encore une fois, lorsque vous avez envie, justice is not only to be done, but not be seen to be done. Vous ne pouvez pas juste dire abrupto aux gens, moi je n'ai pas envie, même si la loi ne vous l'impose pas, dans le contexte particulier de cette élection. Et puis surtout aussi, les conséquences qui étaient prévisibles de tout le monde, l'engouement que les uns et les autres ont mis dans cette élection. Je pense qu'on devait aller vers un dépassement de la fonction, qui évidemment n'est pas interdit par la loi. La loi n'a jamais, tout à l'heure vous-même, lorsque vous me relancez sur ma réponse, vous me dites que la loi a dit 15 jours. La loi n'a jamais dit 15 jours et pas avant. La loi dit dans un délai maximum de 15 jours. Ce qui veut dire que si vous le faites le jour même, ce qui est possible, et je crois qu'on doit être l'un des rares pays encore dans le monde, sur la planète, à avoir besoin de 15 jours pour qu'on puisse avoir la possibilité d'avoir des tendances. Bien. Donc là, la Commission nationale, de mon point de vue, pêche non seulement en n'accomplissant pas une mission qui est la sienne, parce que si elle ne le fait pas, personne d'autre ne peut le faire, mais en plus de cela, elle se trompe, me semble-t-il, pour l'histoire et pour le témoignage. Parce que là, en l'occurrence, elle se satisfait de peu, on se demande pourquoi. Il n'y a que celui qui a peur de la vérité qui refuse d'aller vers la vérité. Bien. Un ministre français disait que quand c'est flou, c'est qu'il y a loup. Donc on peut penser que le flou a été délibérément entretenu parce qu'on savait qu'il y avait un loup quelque part. Et mieux encore, M. Kamga, lorsque le Conseil constitutionnel, qui est dans la juridiction suprême, dont soit dit en passant, la décision n'est soumise à aucun recours. Petite parenthèse, on a eu l'occasion de nous le rappeler à plusieurs reprises, non seulement en 2018, lorsque nous avons fait la défense du MRC, puisqu'à l'époque, c'est le candidat du MRC qui est arrivé en deuxième, en disant, vous vous rappelez que vous-même, quand vous étiez ministre, vous aviez indiqué, on l'a rappelé également ici à l'actuel challenger, Issa Chiroma, qui lui aussi, critiquant M. Kamto, avait employé à peu près les mêmes arguments. Donc, ils savent très bien que la décision qui va être prise risque d'être une décision lourde de conséquences. Parce que rien n'interdit au Conseil constitutionnel de se donner simplement les moyens, comme disait un candidat de foi, il a la compétence de sa compétence. Mieux encore, la loi dit, le Conseil constitutionnel arrête. Bien. Moi, j'entends par arrêter que, si vous voulez arrêter, ce n'est pas, vous prenez votre calculatrice, comme vous avez 53 ou 54 départements, vous faites la comptabilité tout simplement. Ça veut dire que vous donnez la peine, quand vous faites un arrêté des comptes, pour ceux qui ont un comptable, il prend des documents. Un arrêté comptable se fait toujours sur la base des éléments, avec des éléments de traçabilité, qui permettent de savoir, depuis le 1er janvier d'une année jusqu'au 31 décembre, quel est l'ensemble des actes, des opérations qui ont pu être réalisées au débit ou au crédit. Qu'est-ce qui interdisait le Conseil constitutionnel, dans cette mission qui est une mission constitutionnelle et une mission légale, d'entreprendre une opération de vérification, même si elle ne devait porter que sur un échantillon représentatif, pour lui permettre à lui-même, Conseil constitutionnel, organe juridictionnel, de prendre une décision qui correspond quand même à celle qu'on peut attendre d'une juridiction qui n'est pas simplement
un organe de comptabilisation ou un organe d'enregistrement de décisions qui ont été prises auparavant. Alors, votre collègue Maître Timban a pris justement l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel à l'effet de procéder à cette vérification, mais il a eu une fin de non-recevoir, irrécevabilité pour défaut de qualité. En ce moment, vous dites quoi? Le Conseil constitutionnel aurait dû s'auto-saisir de cette affaire pour le bien-être, pour le bien du peuple camerounais? Vous m'avez posé la question tout à l'heure de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'on a la compétence de sa compétence. Ça veut dire que le Conseil constitutionnel, quand vous intervenez devant une juridiction, et le Conseil constitutionnel en est une, vous avez toujours deux façons de voir un problème abordé. Vous avez le problème qui est apporté par les parties, d'une ou l'autre des parties. Évidemment, pour permettre au Conseil de l'examiner et lui permettre d'aller dans le sens que souhaite celui qui soulève la question. Et puis vous avez les questions qui sont soulevées d'office par la juridiction. Il me semble qu'encore une fois, dans l'exercice du pouvoir souverain, dans l'exercice du pouvoir unique que personne d'autre n'a, le Conseil constitutionnel avait les moyens. Mais si tant il est qu'il avait à hésiter sur sa compétence, la loi lui dit que c'est lui qui doit arrêter les comptes, pardonnez-moi, les résultats. Les résultats. Bien. Donc ça suppose, pour moi, d'en arrêter, pas simplement se contenter de faire une addition arithmétique qui est à la portée de tout le monde. Ça suppose, ça intègre dans arrêter, il faut voir non seulement le texte, mais il faut également voir le contexte. Et le contexte voulait dire que, en fait, en réalité, vous devez, après vérification, vous donner la peine, lorsque vous avez comparé et fait l'ensemble des éléments qui vous permettent d'arriver à tel ou tel résultat, d'arrêter les comptes et de décider que c'est ainsi, effectivement, que les choses vont se faire. À votre avis, pourquoi le Conseil n'a pas pris celui de faire cette vérification? Mon confrère Maître Timba, effectivement, en l'espèce, s'il n'a pas agi pour le compte d'un des candidats... Il a agi pour le compte de son parti. Oui, d'accord. Il a agi pour le compte d'un parti politique. Sauf que son parti politique n'a pas pris part à l'élection. Or, la loi dit que ce sont les partis politiques ou les candidats qui ont pris part à l'élection. C'était donc peine perdue. Donc, je pense que là, la décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel est malheureusement correcte. Elle se comprend. Mais permettez-moi, c'est aussi ici l'occasion pour moi de regretter que, je pense, le candidat Issa Kiroma Bakari n'ait pas effectivement eu l'occasion de se présenter devant le Conseil constitutionnel pour au moins soulever ces questions-là. Et je pense qu'au moins la question de la qualité, en l'occurrence, n'aurait pas pu être le prétexte sur lequel le Conseil constitutionnel se serait appuyé pour lui permettre de balayer d'un revers la main une question qui me semblait être... Le seul candidat qui s'est aventurier sur la question, c'est Patricia Tomaino Ndamjoya, et le Conseil lui a reproché de ne pas évoquer les éléments juridiques qui encadrent ses revendications. Finalement, si ce n'est pas un cas, c'est l'autre cas. À votre avis, donc, je repose cette question, pourquoi le Conseil n'a pas pris sur lui de procéder à toutes ces vérifications? Alors, je vais essayer d'éclairer vos téléspectateurs. Madame Tomaino Ndamjoya avait la qualité pour présenter. Elle avait toutes les qualités pour cela. Son parti politique, elle-même, ont effectivement pris part à cette élection. Le seul ennui pour elle, pour sa requête, c'est que malheureusement, il m'a semblé que cette présentation ne correspondait pas aux exigences de l'article 133, alinéa 3. Tout à fait. La non-évocation des dispositions juridiques. Très bien. Donc, quand vous rencontrez une juridiction qui est une juridiction frileuse et dont, encore une fois, l'indépendance et l'impartialité peuvent être discutés, vous doutez bien que tous les arguments défavorables au requérant... Vous remettez en question l'indépendance du Conseil? Mais évidemment. Il n'y a personne qui pourrait, dans le contexte actuel, vous dire que le Conseil constitutionnel rende des décisions d'une visibilité ou d'une lisibilité évidente.
personne, aucun juriste, aucun observateur de la vie publique ne pourrait vous le dire sérieusement aujourd'hui. Pourtant, vos collègues qui défendent ou Elections Cameroun ou le RDPC ont salué la décision on se demande, sage on se demande, ils doivent être les seuls. Il ne vous a pas échappé que sur l'ensemble des conseils, ceux des partis politiques d'opposition, notamment, il n'y a que le ELECAM et le RDPC seuls qui trouvent que tout va très bien. Vous ne pensez pas que là-dedans, il y a quand même quelque chose qui pousse un peu à interrogation? Alors, vous dites quoi à ce niveau? On va sortir rapidement pour évoluer, Maître Claude Assira. Vous dites que sur cette requête, par exemple, le Conseil aurait dû, puisqu'il agit sur la base du droit et de sa conscience, je pense que utiliser sa conscience. Le Conseil s'est appuyé sur des arguments qui, à mon avis, lui ont été facilement offerts par Mme Tomaï. Cela aurait pu être rattrapé par mon excellent confrère, Maître Timban, qui, malheureusement, lui, vient, mais seulement, il n'a pas qualité pour cela. La personne qui, de mon point de vue, c'est pour ça que je vous dis que je regrette personnellement, au moins pour la beauté, je peux comprendre stratégiquement que quand vous n'avez pas foi dans une juridiction, que vous n'ayez pas envie d'y aller, je pense que j'aurais fait le choix contraire. Parce que vous ne vous adressez pas qu'à une juridiction. La construction d'un pays est un parcours, c'est un chemin. Et je pense que si vous vous adressez à la juridiction, vous réduisez l'angle de vue de votre voix. Vous devez vous adresser non seulement à la juridiction, mais aussi au peuple, et même encore plus loin, au-delà du peuple, à l'histoire. C'est ça qui, de mon point de vue, que je regrette dans la décision qui a été prise par ce candidat. Et là, en l'occurrence, évidemment, on n'a pas donné l'occasion au peuple camerounais de mettre à nu les tricheries, parce qu'il aurait juste suffi de faire cette demande dans un cadre encadré, pardonnez-moi, où on ne peut pas sortir, pour qu'on voit quelle va être la réaction du Conseil constitutionnel, même si, et là je réponds plus directement à votre question, il est évident qu'on peut aussi déduire du fait que le Conseil constitutionnel n'ait pas décidé de lui-même, c'est-à-dire d'office, de se saisir de la question pour aller plus loin dans l'investigation et permettre aux uns et aux autres de comprendre que ce qui pouvait être indiqué, allégué par les uns et les autres, tenait ou pas la route. C'est pour cela que nous restons encore là également sur notre ceux qui se sont dans aventurés l'obscurité. Et j'incline à penser que oui, cette abstention du Conseil constitutionnel elle-même est une absence de recherche de lumière qui, de mon point de vue, non seulement nous prive d'une véritable connaissance, de la clarté, du panache que devrait avoir la victoire d'un candidat, l'absence de contestation de sa décision, mais aussi et surtout, malheureusement, je veux dire, d'un moment d'histoire et de connaissance. Ceux qui sont allés un peu plus dans le fond par le passé se sont vus servir cette réponse. Je vais la condenser. Les éléments, les irrégularités que vous énoncez ne sont pas de nature à remettre en question la régularité du scrutin sur l'échiquier national. Et donc, on évolue, on proclame le président vainqueur sur la base des procès-verbaux acheminés à la Commission nationale de recensement des votes et donc par la suite le Conseil qui a rendu sa décision. Maître Claude Assira, on a donc eu cette décision lundi, une ville de Yaoundé aux allures de ville fantôme. Le mardi, la population qui a décidé par elle-même de rester chez elle dans plusieurs villes du pays, mais surtout ces nombreuses casses, ces pillages et aussi, pour le regretter, ces tueries. Nous saluons ceux dont les âmes ont trépassé jusqu'ici. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert
comment sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale accessible. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Le Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Le Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenante, accueillante et parfaitement bilingue. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Le Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Le Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine. Vous regardez Sans Tabou sur Naya TV avec notre invité Maître Claude Assira, avocat au barreau du Cameroun et acteur au premier rang de la défense des droits de l'homme. Maître Claude Assira, on parlait tout à l'heure avant la pause de cette tuerie enregistrée de part et d'autre. Allons-y droit au but. Qui payera le prix? C'est le peuple, c'est l'histoire. Je pense que déjà, premièrement, vous avez les victimes ou les familles des victimes décédées qui ont perdu des êtres qui leur sont chers. Vous avez également les personnes qui ont été blessées dans leur chair, qui vont payer le prix. Et qu'on le veuille ou pas, vous vous rappelez que chaque fois que ce pays a connu des secousses, nous en avons porté le poids sur plusieurs mois, plusieurs années. La tentative de coup d'État de 1984 n'a jamais été complètement évacuée de nos mémoires. Les émeutes de la faim, je crois, de 2008 sont encore là. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore avec une plaie béante, ouverte sur la cohésion nationale, sur le vivre ensemble. Je ne sais pas si ce mot « vivre » a aujourd'hui une signification encore, mais je pense qu'elle ouvre, de mon point de vue, un fâcheux précédent. Simplement parce que, non seulement ça instille dans la conscience nationale un élément de fragilité, mais aussi et surtout, je pense qu'il est possible que ces visions puissent radicaliser un certain nombre de personnes. Comment? Nous n'avons jamais, nous ne devons pas oublier ce qui se passe aujourd'hui dans le nord et le sud-ouest. Ça a été parfois des petites escarmouches au départ. J'ai eu la chance historique, je remercie infiniment ce pays de m'avoir accepté comme fils quand j'étais sur le processus du retour, de m'avoir donné l'occasion de vivre des grands moments d'histoire. J'ai accompagné la crise anglophone et je peux vous dire qu'à chacune des étapes, que ce soit au ministère de la Défense, à la DCC, secrétaire général de la présidence, sous la houlette de feu le bâtonnier Bernard Mouna, on a essayé d'attirer l'attention de ces responsables en leur disant faites attention, ce qui vous paraît aujourd'hui comme étant des petits riens peut un jour dégénérer. Malheureusement, quelques mois après, nos oracles ont fini par se réaliser et on en est là. Et aujourd'hui, et pour le cas d'espèce, quelles sont vos craintes? Les craintes, c'est qu'on n'apprenne jamais de nos erreurs antérieures, ni celles que nous avons commises nous-mêmes par le passé, ni celles dont on voit pourtant les conséquences encore visibles aujourd'hui dans les pays qui nous ressemblent. Le Congo, Kinshasa,
je ne vous parle pas d'autres pays qui sont plus éloignés, je veux rester dans la zone. Même la Côte d'Ivoire, que je prenais tout à l'heure en modèle, les lendemains d'élections ont entraîné pendant 10 années des guerres. Ils n'ont pas un pays qui est aussi morcelé dans sa structure anthropologique que le nôtre. Nous avons à peu près 260 à 300 ethnies. Les anthropologues, les sociologues n'arrivent jamais à s'arrêter là-dessus. Mais c'est un nombre relativement important. Ce qui fait que pour arriver à surmonter cela, s'il y avait une fracture, je pense que si eux, ils ont mis 10 ans, je ne veux pas que vous fassiez la multiplication pour que vous demandiez combien de temps il nous faudrait. Et pourtant, vous avez des dirigeants qui prennent chaque jour le risque, rien que par l'absence de transparence que je viens de décrire tout à l'heure dans mon propos antérieur, qui prennent le risque qu'un jour ou l'autre, ça finisse par exploser et par péter au visage. Vous me direz, eux, ils ont des résidences secondaires hors du Cameroun, qu'ils n'habitent que de façon particulière et ponctuelle, quand ça les arrange, et ils ont toujours une solution de repli. Mais nous qui avons abandonné toutes nos vies antérieures à l'extérieur pour miser essentiellement sur le Cameroun, qu'est-ce que nous ferions véritablement si on venait à se retrouver, à plonger dans le chaos, comme encore une fois, cela est possible. Le pire n'est jamais le moins. On ne peut pas continuer à se dire chaque jour que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut nous arriver à nous aussi. À la sortie de cette émission, je vous poserai la question de savoir comment on évite tout cela. Mais avant cela, nous allons poursuivre. Il y a quand même que ces appels, ces casses, tueries qui s'ensuivent sont l'émanation de l'appel de Issa Chiroma Bakari qui est arrivé officiellement deuxième à manifester pour revendiquer la vérité jusqu'ici. Est-ce que cet appel est, à votre avis, légitime? Alors, là, je vais être un peu plus prudent parce que pour moi, je crois que j'ai écouté les uns les autres. Il y a lui, il y a également quelques membres du clergé et autres qui ont appelé à manifester en disant « vous devez revendiquer votre victoire, votre vote ». À quoi j'ai été surpris d'entendre beaucoup de penseurs, les membres de l'élite politique ou l'élite pensante, intellectuelle du Cameroun dire « non, attention, c'est une façon d'envoyer des enfants à la boucherie ». Depuis quand est-ce qu'une manifestation a pour conséquence automatique et mécanique le fait qu'on puisse tirer? On peut leur donner raison aujourd'hui. Il y a manifestation, des morts, des casses, des pillages qui s'ensuivent. Était-on obligé de tirer sur des gens qui manifestent? Vous avez vu le déploiement auquel nous pouvons assister. Vous avez des chars. Vous avez vu quelqu'un qui était tellement menaçant qu'il fallait à tout prix que les chars, que les blindés, les véhicules lourds que je vois circuler à Douala et à Yaoundé, qu'ils puissent être mis sur... j'ai du mal à comprendre ce déploiement. Il y a à tout le moins une disproportion grave. Parce qu'on n'est pas obligé de tirer. Dans tous les pays dont je vous parle, regardez par exemple la France, qui est un pays dans lequel vous avez chaque jour des manifestants, les gilets qui n'étaient pas les moins violents, les moins brutaux. À aucun moment, vous n'avez entendu dire que vous aviez des militaires qui étaient venus avec des fusils qui étaient chargés à armes réelles. Quand il y a eu des accidents, ça a été des accidents corporels, mais qui avaient juste dépassé l'intention de départ parce qu'en ayant tiré d'une certaine distance sur quelqu'un, vous l'aviez éborgné. Voilà, ça a été ça les circonstances graves. Ici, les gens ont été préparés préventivement, par avance. Aucune légitime défense, ni pour défendre les hommes, parce que les hommes n'avaient jamais été menacés. C'est longtemps à l'avance déjà que des personnes étaient prêtes à tirer, qui est une décision qui a été assumée par les états-majors, sur la demande, je pense, de donneurs d'ordre, qui, à mon avis, devraient être identifiables. Et même si il y avait eu des manifestations de violence, la riposte qui a été donnée à ces manifestations dépasse largement les moyens que les assaillants pouvaient avoir. Et il y a eu des leaders. En matière de légitime défense, l'élément de la proportionnalité, quand il vient à faire défaut, n'est plus un élément justificatif de la légitime défense. Il y a eu des interpellations des leaders. Djekam Tchameni, on leur attribue jusqu'ici
de détenir des armes lourdes de nature à créer des soulèvements, des actes terroristes. Vous les avez vus, les armes lourdes? D'où on leur attribue. Voilà, on leur attribue cela. Il y a eu une communication ces dernières heures où il leur est reproché d'hostilité contre la patrie, terrorisme et bien d'autres encore. Est-ce qu'à ce niveau, sous réserve de la sincérité de ce qui leur est reproché, on ne peut pas se dire la légitime défense revient à l'État? Vous êtes d'accord avec moi que s'il y avait eu des armes, il se serait empressé de les montrer. Restons dans leur logique. Ils invoquent la défense légitime ou des biens, c'est-à-dire du patrimoine de l'État ou des personnes. Si ces armes-là avaient existé, vous êtes d'accord avec moi que le plus simple, le plus naturel, ça aurait été de les exposer à la face du monde entier, puisque c'est le monde entier qui aujourd'hui s'émeut de la situation, c'est-à-dire de la violence excessive, la disproportion entre le risque éventuel. Je vous signale juste en passant, M. Kamba, que la manifestation fait partie des droits constitutionnels qui ont été acceptés par le législateur camerounais. Donc, il n'y a pas là-dedans ni quelque chose d'extraordinaire, ni une atteinte à l'hostilité. On peut tout au plus se demander si cette manifestation avait été autorisée ou pas. Mais le seul fait de la manifestation n'habilite personne à utiliser des armes pour pouvoir riposter, parce que la manifestation fait partie des éléments de langage, de l'expression qui ont été acceptés comme tels par le peuple camerounais par le biais de ses législateurs. Est-ce une manière de dire aux gens, si vous le souhaitez manifester? C'est pour vous dire que quand vous n'êtes pas d'accord, la manifestation est l'expression d'un désaccord. Maintenant, si la loi a autorisé, a interdit la manifestation, alors à ce moment-là, on rentre dans la question de savoir est-ce qu'elle devait ou pas l'interdire. Mais le fait de manifester, entendons-nous là-dessus déjà, fait partie de l'arsenal qui a été mis à la disposition du peuple pour pouvoir s'exprimer. Donc ça ne peut pas être un élément d'hostilité. À votre avis, ce que nous voyons là, les casses, les commerces, les gros investissements mis à feu, cela relève-t-il toujours de la liberté d'expression, Maître Claude Assira? Alors, entendons-nous, déjà pour commencer. Vous m'avez posé la question de savoir si le fait de manifester en lui-même pouvait être un acte d'hostilité. Et je vous dis, soyons d'accord là-dessus. À partir du moment où il existe une loi qui emploie l'expression de manifestation publique, ça veut dire que la manifestation fait partie des éléments d'expression. Après, on peut réglementer la façon de manifester. Et si on n'a pas obtenu cette façon de manifester, on ne plonge pas dans l'hostilité à la patrie. On peut tout au plus avoir fait une manifestation qui est illégale, et à ce moment-là, on peut saisir les autorités judiciaires, qui en l'occurrence seraient d'ailleurs le tribunal de première instance. Mais seulement, c'est comme les personnes, parce qu'il ne faut pas que vous oubliez la question, la trame même de votre question. Les personnes qui sont interpellées ont été interpellées sur la voie publique? Non. On est d'accord. Toutes ou presque ont été interpellées chez elles. Alors qu'aucune d'entre elles... Vous parlez bien des leaders. Anissé Kane, Djekan Tchameni. C'est votre question. Ce sont eux qui portent l'Union pour le changement, qui a déclaré le même dimanche 12 octobre la victoire de Issa Chiroma, donnant donc le début des hostilités. Est-ce que dire que Issa Chiroma Bakari a gagné peut être un acte de manifestation? Non. Est-ce que le fait de le dire peut être un acte d'hostilité à la patrie? Il ne me semble pas. La seule réponse qu'on donne à un propos qui est un propos léger selon eux, c'est les réponses argumentées et articulées pour mettre à nu leur déclaration. Est-ce qu'à une affirmation, on répond par une arrestation et à une hostilité, alors même que on nous dit, en pays de démocratie et en un pays de liberté, le président de la République n'a pas arrêté de nous faire comprendre que, même si ce n'est pas en sortant du domaine de la loi, que le Cameroun ne sera pas le pays où on sera obligé de prendre le maquis
pour aller exprimer sa position. Sa position. Et il indique lui-même qu'il a envie d'être celui qui aura donné la démocratie. Il veut que dans son patrimoine, dans l'héritage qu'il va laisser au Cameroun, que l'on puisse retenir que c'est lui qui aura donné. La meilleure manifestation, c'est que quand une personne a dit, à tort même, concédons le leur, que vous dites à tort que Issa Chiroma a gagné, la conséquence c'est que vous allez arrêter les gens pour les mettre en prison et que derrière vous fabriquiez une procédure d'hostilité à la patrie. Parlons donc d'hostilité à la patrie. Vous pensez vraiment que vous-même, des gens comme les responsables du Malidem et autres, vous pensez vraiment que leur passé, leur histoire, les combats qu'ils ont menés depuis 1990 peuvent vraiment habiliter ces gens qui vivent dans les salons feutrés et qui vivent grassement les bienfaits de la République? Vous allez mettre contre des gens comme eux. Il y a une indécence à pouvoir accuser même simplement ces personnes d'hostilité à la patrie. Maintenant, les actes même qu'ils sont mis à leur passif ne révèlent même pas. Et je peux vous dire que chaque fois qu'on a accusé ces personnes, après 2018, ça a été toujours la même kyrielle, les mêmes actes, les mêmes infractions, les mêmes qualifications, juste pour permettre de les embrigader pendant quelque temps, de leur nuire, de les priver de liberté. On va les transférer devant un tribunal militaire, ils vont être ou jugés ou pas jugés, puis va intervenir une décision du président de la République dans sa grande magnanimité pour remettre tout le monde dehors. Tout ça, c'est une immense farce. Et ça finit par être décevant parce Vous semblez maîtriser le scénario. Mais je vous ai dit tout à l'heure que je suis avocat au barreau du Cameroun. Je pense que c'est sous cette qualité-là que m'avait donné la possibilité de pouvoir m'exprimer. Et c'est des situations auxquelles on est confronté. J'ai fait la crise anglophone, j'ai fait la crise post-électorale, et dernièrement encore, il m'est arrivé d'assister, pas Maître Alice Com, mais Madame Maximilienne Gombe, Maître Sim, poursuivi sur dénonciation d'une personne d'ailleurs qui est décédée récemment, la semaine dernière, paix à son âme. Malgré tout, ça reste un citoyen et un homme. Je pense qu'il était cher aux siens, et moi, les combats politiques ou judiciaires ne me conduisent jamais à demander la mort de mon adversaire. Je m'incline vraiment sur sa dépouille. Et donc, c'est pour vous dire que c'est un mécanisme que nous connaissons déjà de longue date. Avant d'évoluer, Maître Claude Assira, vous n'avez pas parlé de la version casse de ces manifestations. Oui, tout à fait. Ce sont des actes tout du moins condamnables. Évidemment qu'ils doivent être réprimés. Vous ne pouvez pas me demander, à moi, légaliste, qui vous dit depuis longtemps que la loi doit pouvoir être appliquée, de vous dire qu'on peut se permettre de casser. Voilà. Tous les appels que moi j'ai entendus de Issa Chiroma ou éventuellement de quelques membres du clergé ont toujours été manifestés, mais que ce soit des manifestations pacifiques. Voilà. Donc, ce qui veut dire que s'il y a des gens qui ont cassé au nom de cet appel-là, elles n'ont pas respecté le mot d'ordre qui leur avait été donné. Et donc, par conséquent, je pense que ceux qui ont outrepassé la loi, qui ont brûlé, qui ont cassé, à mon avis, doivent évidemment être interpellés, arrêtés, mais avec les moyens proportionnels. Je voudrais d'ailleurs, de mon point de vue, leur indiquer que j'ai du mal à comprendre la démarche. Comment peut-on imaginer que on puisse régler le problème de Paul Biya en allant brûler et en allant casser les étals, parfois rudimentaires, de gens qui, eux, ont pris leur temps, qui sont les victimes elles-mêmes de ce même système qu'elles combattent? Comment peut-on imaginer que ces victimes puissent être sanctionnées deux fois? Une première fois par un pouvoir qui ne leur donne pas les moyens pour vivre décemment, et une deuxième fois par des gens qui disent combattre ce pouvoir. J'ai du mal à comprendre la logique qu'il y a dedans. Donc pour moi, que ce soit au plan politique ou que ce soit au plan juridique et légal, les manifestations qui conduisent à brûler et à casser, et je le dis encore même à mes confrères, dans tous les réseaux sociaux où nous discutons, il faut arrêter. Nous poursuivons cette émission de Sans Tabou avec notre invité, Maître Claude Assira. Maître, il y a quand même qu'une certaine partie de l'opinion accuse Issa Chiroma Bakary d'être responsable de ces casses enregistrées de part et d'autre du Cameroun. La dernière en date, c'est le ministre de l'administration territoriale qui a clairement dit lors d'une conférence de presse il y a quelques heures
que Issa Chiroma Bakary sera interpellé et répondra de tous ces actes de casse. Votre avis? D'abord, je suis désolé, mais ce ministre, malheureusement, je n'ai pas envie de m'étendre énormément sur lui, parce que je ne veux pas me donner à moi-même l'impression d'en faire une affaire personnelle. C'est le ministre de l'administration territoriale? Oui, tout à fait. Mais fait tout ministre qu'il soit, il a des faiblesses profondes que nous avons la possibilité d'observer au quotidien et que nous avons aussi le devoir citoyen de condamner. Il est le ministre de l'administration territoriale et moi aussi je suis également citoyen camerounais. Il est ministre parce que nous avons voulu qu'il soit ministre. Il est ministre pour nous. Voilà. Donc, être ministre de l'administration territoriale ne vous donne pas une science ou une préscience ou une préséance particulière. Vous êtes un ministre au service de la République. Et nous avons le devoir d'examiner l'action du ministre et les propos du ministre. Bien. Et c'est dans ce pouvoir-là que j'observe des dérives continuelles, permanentes de ce ministre dans l'exercice de son ministère. Les propos qu'il tient ne me semblent pas être des propos qui soient des propos qui permettent la pacification et la concorde. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, par les temps qui courent. Et lorsque nous nous retrouvons dans un moment aussi tourmenté, j'ai comme dans l'idée que avoir un discours plus calme, fait profil bas, ne me semble pas être une action irresponsable d'un ministre dont c'est précisément la mission, rechercher la paix. Le fait chaque fois de chercher à mettre les uns contre les autres, moi je vous assure que je m'interroge à quelle époque on est encore aujourd'hui. Où avez-vous vu diriger les gens uniquement par des coups de menton et à essayer de dire qu'il va se passer cela, sans avoir d'ailleurs au demeurant les moyens de la République. Parce que si on vous dit que sur l'ensemble de vos panels, vous ne devez pas recevoir les gens qui vont avoir un mot, un commentaire sur la santé du président de la République. Quelle est l'autorité du ministre de l'administration territoriale à fermer les bouches ou à contrôler l'ensemble? Bien. Et si les gens vont à l'encontre, violent cette prescription, quelle va être la conséquence? Donc vous voyez qu'il y a parfois des propos qui, trop bavards, peuvent réduire la puissance de l'État. Et malheureusement, on les a souvent observés. Et là, en l'occurrence, il est non seulement trop bavard, mais il me semble imprudent et inélégant. D'abord, premièrement, je voulais juste vous signaler en passant qu'il y a 3 ou 4 mois de cela, ils étaient collègues dans le même gouvernement. Et si vous avez supporté un collègue qui est avec vous depuis plus de 20 ans, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est fréquentable. Et que la dignité minimale exige que vous respectiez celui qui a été votre collègue, votre alter ego, pendant si longtemps, qui est d'ailleurs, soit dit en passant, qui a sur lui quelque chose de supplémentaire, il est un responsable politique. Les partis politiques concourent. Il est désormais adversaire à l'administration, au régime en place. Un adversaire n'est pas un ennemi, pour commencer. Et un adversaire, il n'est pas un adversaire qui vient du Tchad ou du Niger. Un adversaire reste un Camerounais et qui a droit aux égards qu'on doit aux citoyens camerounais. Et Issa Chiroma Bakary n'a pas démontré à ce jour en quoi il pouvait être quelqu'un qu'on doit combattre avec le discours que je vois et avec les moyens que je vois. J'en suis encore au fait qu'ils ont été simplement collègues, déjà au départ, ce qui exige quand même un minimum de correction et de courtoisie. Je ne veux pas parler de respect. Bien, pour quelqu'un qui, par ailleurs, dans ses excès langagiers, a démontré ne pas beaucoup en avoir. Donc, à votre avis, Atangandi n'arrange pas du tout les choses? Il en fait trop et il met de l'huile sur le feu. Bien. Il y a aussi l'élégance, M. Kamga, l'élégance démocratique qui veut que, même s'il n'y a pas une immunité, je suis d'accord avec lui, une immunité du fait de la candidature à l'élection présidentielle, il y a une élégance républicaine. Vous avez connu M. Ping au Gabon? Au Gabon, Jean Ping, oui. On a eu à peu près le même contexte.
il a été deuxième. Vous pensez que, tout fou qu'il puisse être, le fils Bongo a eu l'occasion d'aller s'attaquer à Pignou. On a arrêté, c'est vrai, beaucoup de gens dans l'entourage, mais je veux dire que symboliquement, le ministre, le deuxième, celui qui est le challenger à l'élection présidentielle, et je peux même vous développer ça pour tous les autres, Cabral Libi et autres, ont droit au même respect républicain. Bien, là, il se trouve que c'est le deuxième. Attention, il n'est pas le deuxième avec 1, quelque chose pour cent, 35%. C'est-à-dire presque la moitié de votes. Vous ne respectez pas l'électorat de gens qui ont voté. Quand je vous dis 35%, c'est 35% après le décompte de... Ça, c'est le verdict du Conseil constitutionnel, oui. Il y a même des chances, et je crois que le ministre, il le sait, il est mieux placé que nous tous pour le savoir, qu'il ait eu un score qui est plus important, parce que si on vous dit, dans les conditions que je viens de vous indiquer avec les zones d'obscurité, qu'il a eu 35%, reconnaissons qu'il doit y avoir certainement plus que 35%. Je ne sais pas si c'est 50,01, mais je suis sûr, et vous devez être sûr avec moi qu'il a eu plus de 35%. Vous adressez ainsi à quelqu'un qui porte sur lui presque la moitié du corps électoral, vous dites que vous allez l'arrêter, sans à aucun moment tenir compte des sentiments des gens qui ont voté pour lui. Je vous assure qu'on est en pleine folie. Et il y a un adage qui dit « Dieu rend fou ce qu'il veut perdre ». Moi, la seule chose que je regrette, c'est que par l'action irresponsable de certains, qu'on se retrouve à mettre le feu aux poudres et dans l'ensemble du territoire camerounais, et que par la suite, nous soyons, nous, les seuls à devoir payer les pots cassés, parce que eux, ils vont trouver le moyen d'aller se réfugier ailleurs, et je crois qu'ils ont déjà pris les dispositions à cet effet. Je trouve que c'est tout simplement démentiel d'aller faire ce qu'ils ont envie de faire, de mener leur projet, d'aller arrêter Issa Chiroma Bakary, de le mener à son terme. À votre avis, ça ne réglera pas la situation, ça puisqu'on n'aura plus d'appel à manifester? Non seulement ça ne réglera pas, mais en plus, vous savez, pardonnez-moi, moi j'ai été, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans la crise électorale, lorsqu'on décide d'arrêter les Fontaines et Congo Agbor, dans le cadre de la crise anglophone, oui, qui ont été les tout premiers à être interpellés, la première conséquence que cela a eu sur le terrain, c'est qu'ils ont perdu le relais de personnes qui avaient la possibilité précisément de dire stop, on doit faire les choses autrement. Voilà. Je vous dis, moi, mon pays, je n'arrive pas à comprendre comment des personnes qui sont pourtant réputées comme étant, parce que le Camerounais est une pépite dès lors que vous le mettez dans un contexte sain. Dans tous les pays, dans l'ensemble du pays, là où vous avez des Camerounais qui ont été placés, et vous savez que en dehors du Cameroun, on ne vous donne jamais rien. Vous êtes suffisamment bien placé pour le savoir. On ne vous donne rien. Vous y êtes parce que vous avez apporté la preuve de votre valeur. Et vous allez y retrouver des Camerounais qui non seulement ont réussi à entrer dans les milieux les plus sélects, mais ont réussi à s'y maintenir à la force du poignet. Ils y sont. Mais que ces mêmes Camerounais puissent avoir des actions comme celles que je vois ici, par l'intermédiaire de leurs représentants, je vous assure que je suis désespéré. Et l'ennui, pour moi, c'est l'impuissance. D'être obligé d'être un simple spectateur de ce que d'autres vont faire et vont faire à mal, en sachant que les conséquences de ce qu'ils vont faire vont nous retomber dessus. Je vous assure que je suis triste. Maître Claude Assira, vous êtes triste et beaucoup également vous reprochent, puisque vous n'êtes pas qu'un simple observateur. Il y a quelques jours, vous avez fait une sortie en utilisant cette maxime de Martin Luther King. Ce qu'il me fraye, ce n'est pas l'oppression des méchants, c'est l'indifférence des bons. Ou face aux multiples et nombreux appels à la paix au Cameroun, vous avez remis en question ces appels à la paix. Et beaucoup ont considéré que vous également, vous étiez en train de mettre le feu aux poudres en appelant les Camerounais à détruire, selon certaines expressions, le pays. Et donc, du coup, vous également, vous faites partie de ceux qui sont responsables de l'appel à la manifestation pour, soi-disant, d'après d'autres explications, revendiquer ce qui revient de droit aux Camerounais. Aujourd'hui, est-ce qu'une fois encore, ceux-là n'ont pas raison face à ce qui se vit dans la majorité des capitales régionales du Cameroun? Vous avez d'abord une lecture, si ce que vous dites avait été le fond de ma pensée, rassurez-vous, je n'aurais pas eu de mal à le redire à votre antenne. Je pense que vous avez une lecture particulière de
de mon message. Mon message, il s'adresse simplement à l'hypocrisie de ceux qui appellent aujourd'hui à manifester en leur disant « vous avez laissé faire ». Quand vous avez... à ceux qui appellent à la paix, à ceux qui appellent à la paix. Oui, oui. Voilà. Parce que je considère que c'est un appel faux. Voilà. Pour vous dire les choses simplement. C'est un appel faux. On a tous vu comment les acteurs publics ont progressivement allumé les braises. À aucun moment, aucun d'entre eux n'a osé élever la voix pour dire « faites attention ». On se contente de fustiger la cause, pardonnez-moi, la conséquence, en oubliant la cause, que tout le monde connaît pourtant, mais se tait. Et c'est ça qui me dérange. Et vous évoquiez par exemple ces agents d'Elections Cameroun aperçus en train de fabriquer des procès-verbaux et qui jusqu'ici ne font l'objet d'aucune inquiétude. Il me semble que je vous l'ai dit, il n'y a pas de paix dans l'injustice et dans l'oppression. Il n'y en a pas. Ça s'appelle la paix des cimetières. Ce n'est pas parce que vous arrivez dans un cimetière et que vous voyez personne s'agiter, crier, hurler, que vous allez dire qu'il y a la paix. C'est juste qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et là, il faut donner la possibilité au peuple d'avoir lui aussi la justice à laquelle il peut légitimement aspirer. Rien ne condamne le Camerounais à être continuellement mis sur la touche et en marge du bonheur et l'espoir, l'espérance. Il ne faut pas que l'espérance, ce soit simplement un mot sorti de rien du tout pour pouvoir permettre d'avoir un slogan vide. Les Camerounais sont aujourd'hui plutôt désespérés. Et ils sont désespérés à la suite de l'observation de beaucoup de critères qui les ont conduits à se désespérer. Parce que beaucoup ont voté Issa Chiroma. Pas parce que c'était le meilleur. Si vous voulez d'ailleurs que moi je vous dise le fond de ma pensée, moi je ne pense pas une seule chose. Moi dans mes prises de parole, quand j'ai vu les choses se dessiner, j'étais estomaqué du culot de Issa Chiroma d'avoir à se présenter comme étant un candidat du changement. Issa Chiroma, autant le RDPC a de bonnes raisons de pouvoir justifier les comportements de son candidat, autant Issa Chiroma, qui n'était pas membre du RDPC, n'avait aucune raison de montrer autant de zèle dans la justification des turpitudes des acteurs publics. Et pourtant, il a fait. Et pas qu'une seule fois, à plusieurs reprises. Donc moi, dans le fond de ce que je peux avoir d'humain, j'ai été choqué par la candidature de Issa Chiroma Bakari. Mais je suis désolé, M. Kanga. En démocratie, une seule chose compte, c'est la voix que vous avez obtenue. À partir du moment où le peuple lui dit, voilà, nous, on veut aller avec vous, c'est vous qu'on a choisi, ne se pose plus la question, quand vous êtes un démocrate, de chercher à savoir qui vous êtes. Le président Trump, aujourd'hui, il a été battu par le nombre de voix par, je crois que ça devait être Mme Hillary Clinton. Voilà. Le nombre de voix qui sont reportées sur Hillary Clinton dépassait les 3 millions de voix sur ce que... Mais c'est lui qui a finalement été élu légalement. Tous les syndicats de femmes, les latinos, ont eu beau défiler dans les rues, c'est lui qui était le candidat, et bien que le candidat élu, et bien qu'on lui ait fait tous les reproches qu'on veut, quand l'Amérique a à nouveau eu besoin de lui, on a fait appel à lui, et quel que soit le rejet, les objections que le reste du monde peut avoir, c'est lui le président qui parle pour le compte des États-Unis. C'est la même chose pour Issa Chiroma. Donc peu importe ce qu'il peut avoir été par le passé, c'est lui qui a reçu l'onction du peuple, qui peut avoir été une onction à au-delà de 50%. Alors, je vous dis encore une fois, on n'a pas eu la traçabilité des choses et la clarté, la transparence qui nous permettent de nous dire qu'il a perdu, alors qu'on avait la possibilité d'apporter cette preuve-là. Lui, il invoque, sur la base d'éléments qui sont démontrés, justifiés, c'est-à-dire les 18 départements significatifs, qu'il est possible qu'il ait effectivement gagné. Donc, rien ne nous dit que c'est le cas. Et même s'il n'avait pas gagné, à 35%, on est un candidat respectable, monsieur. Je rappelle que c'est le meilleur score de l'opposition depuis 1992, où il y avait eu... que malgré les moyens de l'État, le président actuel
n'a jamais été autant challengé. Et pourtant, vous voyez que ces ministres ont l'intention d'aller remettre en cause celui qui a été finalement le meilleur gage aujourd'hui de la promesse du président de la République de nous donner la démocratie. Ces ministres sont en train d'aller remettre en cause toute son œuvre. Donc, mon message, remettez-le en contexte. Je ne me contente de fustiger le comportement hypocrite de ceux qui se contentent du résultat qui finalement les arrange. Parce que comme je vous disais au début de mon propos, nous sommes tous enfants de cette génération Biya qui avons grandi sous Biya et qui avons fini par intégrer dans notre esprit que bon, au moins on se lève le matin, on a la possibilité de se coucher, bien ne nous empêche pas de vivre. Voilà. Donc ils ont accepté ce petit confort, cette petite zone de confort qui les arrange, parfois avec des rampes de situation, de sorte que lorsqu'on a mis en cause la paix, la même paix, par des actions qui étaient des actions inconséquentes, à aucun moment ils l'ont dénoncé. Donc s'ils aimaient autant la paix, ils auraient dû faire l'équilibre entre celui qui constitue la cause et celui qui peut être éventuellement la conséquence de la remise en cause de cette paix. Et face donc à ces nombreuses manifestations, il y a des tueries qui sont dénombrées depuis pratiquement dimanche soir, lundi, mardi et mercredi. Et cela ne finit pas, la situation ne s'améliore pas sur le terrain. Maître Claude Assira, sortons par là. On a bien envie de diffuser cette émission, que les Camerounais la regardent et que dès le lendemain, les choses s'améliorent, qu'il y ait une certaine accalmie de part et d'autre. Comment on règle ce problème? Est-ce que, comme le ministre Atangandi le dit, on interpelle Issa Chiroma et tous ceux qui manifestent? Je rappelle que manifester, c'est une liberté encadrée par la loi de 1990. On l'a dit sur ce plateau, les casses, les pillages, les actes de vandalisme sont condamnables. Est-ce que, comme Issa Chiroma Bakari l'a dit, on continue à manifester pour revendiquer la vérité des urnes? Est-ce que finalement, comme certains le disent, Paul Biya rentre se reposer au village, bien qu'ayant gagné d'après les résultats du Conseil constitutionnel? Alors, je vais essayer de vous répondre avec autant de clarté que possible. Allez-y. Moi, je pense de façon personnelle que la vie d'un pays, ce n'est pas 7 ans. Un pays, c'est une éternité. Je pense que même si on était convaincu au fond de soi que M. Biya n'a pas gagné, il est là. Et on ne peut pas remettre en cause tout un équilibre d'un pays, sa sécurité, la vie des gens, les édifices que nous avons déjà du mal à entretenir, le peu que nous pouvons avoir, à y mettre le feu allègrement. Et je me demande d'ailleurs, lorsqu'on aura brûlé, si c'est eux qui finissent par prendre le pouvoir, avec quoi ils vont diriger? Avec des gens qui seront morts ou bien avec des édifices qui n'existent pas, les tribunaux, les préfectures, les sous-préfectures, etc. Je voulais juste vous signaler en passant que cette position a toujours été la mienne. Donc les interprétations que vous pouvez faire me semblent relativement lestes. Je parle des interprétations de mon message. Depuis 2018, j'ai indiqué de façon précise que lorsque vous n'avez pas la possibilité de remettre en cause les choses par un certain nombre de paramètres démocratiques, en tout cas non violents, alors dans ce cas, on fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Je voulais d'ailleurs vous signaler en passant, petite parenthèse, que tout au long de la campagne, j'ai été de ceux qui ont, j'ai été également attaqué d'ailleurs pour cela, souvent, qui ont remis en cause la mécanique de conquête du pouvoir de l'opposition. Voilà. Aujourd'hui, pourquoi voulez-vous mettre un accent, je veux dire, aussi démentiel sur la conquête du pouvoir quand la même opposition n'a pas su simplement s'organiser et se rassembler pour cela, ayant, de mon point de vue et de ce point de vue, porté la responsabilité de ne pas avoir à le gagner. Ce que je veux dire en d'autres termes, c'est que si Issa Chiroma avait même gagné, ça n'aurait été que quelque chose de fortuit et d'accidentel parce que l'ensemble des moyens que l'opposition aurait dû mobiliser pour pouvoir conquérir le pouvoir, je ne les ai pas vus avant. Donc ça a été un accident,
sa victoire. Donc, considérons ça comme tel et faisons contre mauvaise fortune bon cœur au nom d'un intérêt supérieur. Qu'est-ce qu'on fait Moi, je propose, d'abord, premièrement, que les élites puissent, d'abord, le maintien de l'ordre me semble être quelque chose d'élémentaire, avec les moyens proportionnels. Voilà. Les polices, aujourd'hui, ont un ensemble de moyens à la fois préventifs et répressifs pour pouvoir contenir les populations sans qu'on ait besoin de tuer le moindre Camerounais. Le sang de Camerounais doit cesser de couler, déjà, premièrement. Mais on doit maintenir l'ordre. Ceux qui doivent être interpellés, placés en garde à vue, traités dignement, selon les règles normales avec lesquelles on traite les personnes qui ont été interpellées. Ensuite, deuxièmement, je pense que à la fois deux axes, la société civile et le pouvoir ont un rôle à jouer. Moi, j'appelle l'ensemble des hommes de bonne volonté, l'élite, de pouvoir faire une démarche collective dans laquelle ils appellent. Moi, j'aurais aimé que le président du parti qu'il est, le candidat ou le président élu selon la casquette que ses partisans veulent bien lui donner, M. Issa Chiroma Bakary, appelle solennellement tout le monde à rentrer chez soi et permettre à la vie normale de reprendre. Mais que dans le même temps, le pouvoir, qui lui aussi a quelque chose à donner, prenant acte non seulement de la réalité politique sortie des urnes, mais aussi de la nécessité d'apaisement. C'est-à-dire que même si Issa Chiroma n'avait eu que 1% de tous les autres, qu'il fasse un large gouvernement, un gouvernement de large ouverture nationale, tout au moins en attendant. Vous croyez cela possible sous Paul Biya? Je l'appelle. Moi, je sais qu'il n'y a que des faucons, malheureusement, dans le pouvoir, dans le système régnant actuel. Vous m'avez demandé à moi ma solution. Voilà. Allez-y. Je suis en train de vous la donner. Après, s'ils veulent bien écouter, ils écoutent. S'ils ne veulent pas, voilà, on subira malheureusement, parce que c'est à ça qu'on est réduit aujourd'hui. Ils nous donnent ce à quoi on a droit, on est content. Ils ne nous donnent pas, on ne peut rien faire. On ne peut même pas appeler à manifester. Vous ne pouvez même pas descendre dans les rues parce que vous allez vous faire tirer dessus. Voilà, c'est ça, cette situation-là, ce dilemme, franchement, que je trouve extrêmement affligeant. Et donc, après le gouvernement consensuel, je pense qu'il nous faut un gouvernement consensuel où, aujourd'hui, la réalité des urnes fait qu'ils doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a eu des forces nouvelles. Il y a des équilibres politiques qu'il faut reconfigurer. Et donc, ce n'est pas de toute façon en allant interpeller Issa Chiroma Bakary chez lui, dans le Nord, que vous aurez réglé le problème. Moi, j'aurais vu, par exemple, un gouvernement dans lequel on lui donne une place et où on lui demande également des orientations à donner pour pouvoir permettre de construire ensemble ce pays qui nous appartient à nous tous. Vous croyez que, contrairement à 1992, ces partisans comprendraient que cela soit fait pour l'intérêt supérieur de la nation? Je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un de ferme. Il a collaboré. En 92, Fundi sortait, pardonnez-moi, de nulle part. Il n'a jamais été avec eux. Donc lui, même s'il n'avait pas été pour eux, il a démontré longtemps qu'il est compatible. Et je vous ai dit d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle moi, personnellement, ça ne peut pas être le choix de mon cœur. Je suis désolé de le dire aujourd'hui. Juridiquement, je défendrais, j'aurais eu à défendre sa victoire sur le terrain juridique. Mais un avocat est toujours quelqu'un de schizophrène. Il y a ce que Claude Assira veut et il y a ce que Maître Assira doit faire. Voilà. Je peux ne pas défendre la candidature tout comme je ne défends pas forcément le voleur, le violeur, etc., dans ma conscience morale, ma conscience d'homme. Ce qui ne m'empêche pas, comme avocat, d'avoir à porter sa voix dans les prétoires où éventuellement sa liberté peut avoir à être défendue. Donc il faut faire cette séparation. Claude Assira, et je vous le dis, et je l'ai dit d'ailleurs publiquement, si je vous disais le contraire, vous empêcheriez d'aller demander à Canal 2 de vous donner la bande dans laquelle, voilà, j'ai dit, vous voudriez me mettre en porte-à-faux avec mes déclarations. Je l'ai indiqué au cours d'une émission chez vos confrères de Canal 2 que je ne comprenais pas cette démarche, et je l'ai indiqué à plusieurs reprises, même dans mes messages Facebook qui sont encore visibles aujourd'hui. On vous a suffisamment compris. Mais pourtant, s'il fallait le défendre sa victoire, parce qu'elle lui a été donnée comme telle, je l'aurais fait
je vous dis sans la moindre hésitation possible parce que c'est le magistère de l'avocat. Et donc, je crois que lui, au moins, il a démontré qu'il était compatible avec ces personnes d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui les empêcherait aujourd'hui? Est-ce qu'une élection est vraiment en mesure de constituer une zone de départage entre des hommes qui ont eu tant à partager, qui ont travaillé ensemble, au point qu'aujourd'hui, ils ne puissent plus avoir la possibilité, rien que pour le salut de ce pays, pour lequel ils disent être prêts à de nombreux sacrifices, le sacrifice de l'orgueil, l'amour propre, vous semble-t-il vraiment incapable de... On lui collerait peut-être à côté une étiquette de trahison du peuple. Écoutez, il a déjà trahi une fois, donc le fait de s'être retrouvé avec les mêmes pendant si longtemps ne me semble pas être quelque chose voilà, qui ne lui ait pas été pardonné. Et le fait qu'il ait été là, qu'il soit revenu, même dans la crise anglophone, dans la plupart des soubresauts que la société a dû connaître de temps en temps, c'est Issa Chiroma qui est venu souvent donner une image présentable du gouvernement. On le lui a pardonné. Donc je ne pense pas que ça aussi, ce soit quelque chose qu'il ait à craindre de façon particulière. La preuve, c'est que bien qu'il soit revenu, il pourra, et je ne crois pas que le peuple soit perdant cette fois dans cette trahison-là. Je mets trahison entre guillemets, puisque c'est votre expression. Donc s'il venait à faire cette trahison, à mon avis, ce serait une trahison salutaire, que là, pour une fois, j'appelle de mes voeux pour permettre aux ensembles des fils de ce pays, à l'ensemble des fils de ce pays, de se retrouver pour construire ce pays, et qu'il n'y ait que ce pays qui puisse être notre bataille. Maître, nous avons fini. Quel est votre dernier mot? Oui, je souhaite tout simplement que nous puissions retrouver dans des délais qui ne soient pas des délais de l'éternité, une vie normale, que la possibilité soit donnée à l'ensemble des fils de ce pays de se retrouver, de se réconcilier. Nous avons un très beau pays à construire ensemble, mais on ne construit pas un pays dans la guerre et dans la division, et qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles nous nous trouvons sont malheureusement porteuses de germes d'une guerre, et que dans une guerre, il y a des morts. Voilà, il y a des destructions. C'est-à-dire qu'à la fin, personne n'a rien à gagner. Donc nous aurions le plus grand intérêt à faire le plus gros de nos efforts, à les puiser au plus profond, à dépasser nos instincts, pour ce qui est du ministre de l'administration territoriale, ou éventuellement nos rancœurs, pour ce qui est de ceux qui pensent avoir perdu de façon illégitime, à les dépasser pour pouvoir nous retrouver et faire en sorte que ce pays, qui nous dépasse nous tous et qui nous survivra, soit notre seul combat. Maître Claude Assira, merci d'avoir été notre invité. Sans tabou sur Naya TV, c'est terminé. On se retrouve dans quelques jours avec un autre invité sur Naya Télévision, tout en espérant que les choses vont s'améliorer de part et d'autre et que les Camerounais travailleront chacun à son niveau pour que le Cameroun puisse véritablement avancer. Merci de nous avoir regardés. À très vite. Vous rêvez d'une nouvelle maison, d'un investissement sûr ou de simplifier la gestion de vos biens? Mapiol est la solution. Grâce à nos services adaptés à vos besoins, Mapiol vous accompagne à chaque étape de votre projet immobilier. Mapiol, c'est aussi la plateforme immobilière entièrement digitale qui s'adapte à vos préférences et à vos sélections pour vous recommander des propriétés qui répondent le mieux à vos critères. Avec Mapiol, simplifiez-vous la vie en bénéficiant de nos différents offres et services immobiliers, notamment l'achat, la vente, la construction, la location, le financement et l'investissement. Bénéficiez également d'un accompagnement juridique expert pour sécuriser vos transactions et déléguer la gestion de vos biens en toute confiance. Également, simplifiez vos démarches administratives grâce à notre expertise. Mapiol, c'est la solution globale, accessible et transparente à tous vos besoins immobiliers. Mapiol, l'immobilier en un clic. Mesdames et messieurs, chers clients, bienvenue à l'hôtel Le Quai d'Orsay plus Sarles. Vous venez d'horizons divers et vous avez besoin d'un cadre calme, sécurisé et classe. L'hôtel Le Quai d'Orsay
met à votre disposition un cadre idéal et sain pour tous vos problèmes de détente et de discrétion. Avec sa diversité de services, l'hôtel Quai d'Orsay vous offre une quarantaine de chambres variées, 6 appartements, 7 suites, une salle de sport, une piscine, une salle de fête d'une capacité de 300 places, une salle de conférence, un restaurant, 2 parkings pour vos véhicules, des caméras de surveillance pour votre sécurité et une buanderie. Sans oublier des navettes de service, le tout bien équipé et standardisé. Pour vous servir, l'hôtel Quai d'Orsay est doté d'une équipe de professionnels avenante, accueillante et parfaitement bilingue. Pour mieux répondre à vos attentes, l'hôtel Quai d'Orsay a rehaussé le standing. À l'hôtel Quai d'Orsay, venez, admirez et vivez. Hôtel Quai d'Orsay plus Sarles, mieux que ce que vous imaginez. Better than you imagine.